Bonjour tout le monde et bienvenue à cette télécauserie organisée par le collectif Non-Violence 21. Alors, je me présente, Charlotte Seco, je suis chercheure associée à l'IRNC, l'Institut de recherche sur la résolution non violente des conflits, et je suis aussi consultante en projet associatif sur les thèmes de l'environnement et de la mobilisation citoyenne. Et c'est moi qui vais animer cette télécauserie. Alors que le déroulé de cette conférence, après avoir présenté notre invitée Marie Pelletier, merci à vous d'être présente avec nous ce soir. Il y a Johan, euh, coordinateur du collectif, qui nous présentera un peu le pourquoi de cette conférence, le pourquoi de ce sujet. Ensuite, Johan et moi, nous lancerons quelques questions pour encadrer la discussion et être bien sûr qu'on parle tous de la même chose et qu'on se comprenne pour la suite de la discussion. Et la dernière demi-heure à peu près sera destinée à vos questions. Alors, je rappelle du coup les consignes pour le bon déroulé de la télécauserie. Donc, tout le monde doit couper son micro. Et si vous voulez prendre la parole, vous avez en bas de votre écran la possibilité de cliquer sur réaction et la possibilité de lever la main. Donc voilà, c'est en bas de votre écran, en bas à droite à peu près. Donc voilà, quand vous posez une question, n'hésitez pas à être concis et à bien la préparer, d'éventuellement la noter, voilà, pour qu'on puisse prendre le plus de questions possible et que Marie Pelletier ait le temps de vous répondre. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc notre invitée du jour est l'historienne Marie Pelletier, qui est spécialiste de la propagande en série et du complotisme, qui est aussi enseignante en histoire et qui est l'auteur de plusieurs livres sur le complotisme, dont Obsession dans les coulisses du récit complotiste et L'ère du complotiste, la maladie d'une société fracturée. Voilà, présentation très brève, elle pourra se présenter plus précisément après et je vais laisser la parole à Johan qui va présenter le sujet de manière plus générale. Voilà. Alors oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et puis bonsoir également à Marie Pelletier. Merci d'être présente avec nous ce soir. Je fais rapidement voilà, une petite intervention que je vais essayer de faire le plus bref possible sur le pourquoi de cette télécauserie. Parce que Non-Violence 21, depuis le premier confinement, organise régulièrement des télécauseries. Là, il s'agit d'un thème un peu particulier, qui est le complotisme, particulier par rapport à, en théorie, d'habitude, on va dire, notre champ d'intervention. Donc voilà un petit peu pour planter les choses, pourquoi nous avons décidé de faire cette télécauserie avec Marie Pelletier. Tout d'abord, parce qu'on a effectivement, Charlotte parlait du titre du livre de Marie Pelletier sur la maladie d'une société fracturée. Ces fractures, on le ressent depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois encore plus, avec la crise sanitaire qui nous a frappé durement. Ceci étant dit, le complotisme n'est pas né avec la crise sanitaire, mais ça, Marie Pelletier en parlera mieux que moi. Et il ne faut pas oublier le contexte qui précédait la pandémie, le contexte de tension sociale avec, entre autres, les Gilets jaunes, la réforme des retraites, pour ne parler que pour le cas de la France. Les manifestations, par exemple, aussi sur le climat, les répressions et les problèmes de violence policière également. Donc voilà, on n'a pas découvert ce contexte-là avec la pandémie, mais disons que la pandémie a eu un effet peut-être puissant, ça a été un puissant accélérateur et a vu notamment l'émergence pas l'émergence parce que là le mot n'est pas le bon, mais disons la diffusion massive et le retour en force, même si ça n'a jamais disparu, de ces théories. Donc nous, ce qu'on a un petit peu analysé par rapport à cette pandémie, c'est que pourquoi à un moment donné ça a accentué, on va dire, ces tensions, cette fracture de la société. Bon, déjà, c'est un événement traumatisant, et ça, on verra avec Marie Pelletier tout à l'heure, on va y revenir. Un choc émotionnel pour tout le monde,
cette expérience du confinement était quand même totalement inattendue et inédite même dans l'histoire de l'humanité. Assez rapidement, par rapport à ce contexte très particulier, une bataille de l'information s'est un petit peu mise en place. Alors, avec aussi tout ce que ça génère, un tel contexte de l'eau d'incertitude, voire même d'angoisse profonde. Donc, aussi un sentiment partagé par beaucoup de citoyennes, citoyens d'insécurité économique, qui est d'ailleurs pas forcément un sentiment, d'insécurité économique, sociale, psychologique. Et face à tout ça, forcément, beaucoup de choses qui se sont bousculées, beaucoup de choses qui sont remontées à la surface. Un des problèmes aussi qu'on a pointé, qu'on a analysé, c'est des incohérences et les discours contradictoires de la part notamment de nos dirigeants, de la part des gouvernements. Donc, entre autres, on a eu des tas de choses qui ont émergé durant ces mois de pandémie. On pourrait parler effectivement des masques, de la question du confinement, de qui sera confiné, de comment, la question des vaccins, la question des passes sanitaires. Tout ça, ça a créé ça a accentué, disons, ces tensions, ces fractures, cette défiance aussi, parce que c'est un mot qui ressort également, beaucoup. Et finalement, on s'aperçoit que ça pose une question essentielle, c'est la question de la vérité, c'est la question de la confiance dans les institutions, la confiance dans notre société, dans notre modèle démocratique. Donc, c'est aussi la question de qui croire. Donc, voilà, on en est là actuellement. Et ce qui nous a frappé, nous, notamment, c'est que cette question de la méfiance qui s'exprime à l'égard des institutions démocratiques, et donc le complotisme en est un symptôme, elle est aussi, cette fracture, on la ressent aussi entre beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens, beaucoup de citoyennes qui sont a priori, qui partagent des valeurs communes. Donc d'où une fracture encore plus nette et des repères qui se bousculent, qui volent un petit peu en éclats. Donc voilà, un petit peu pour clarifier un peu tout ça et pour sortir un peu d'une certaine confusion actuellement. On a vraiment estimé que déjà une mise au point par quelqu'un qui a une réelle expertise du sujet, de ce qu'était le complotisme, de ce qui pouvait y avoir comme sémantique autour de ça, toute la rhétorique qui s'y raccroche, était pour nous essentielle. Donc poser un petit peu ce cadre-là, parce que finalement on entend un peu tout et n'importe quoi. On entend aussi que, effectivement, dès qu'on discute un petit peu ou alors qu'on remet en cause une politique ou des choix, on est taxé de complotisme à l'heure actuelle. Donc, déjà de faire venir Marie Pelletier, qui est spécialiste du sujet, qui est historienne, qui a une véritable analyse sur tout ça, me paraît un point déjà essentiel. Et la deuxième chose, pourquoi aussi Marie Pelletier? Parce que, à notre sens, on sait que des fois, justement, ces idées conspirationnistes ou qui effectivement foisonnent depuis quelque temps peuvent être traitées d'une certaine manière et peuvent être traitées avec une forme de condescendance. Et ce qui n'est pas du tout le cas de Marie Pelletier, qui, à notre sens, a une approche tout à fait intéressante, tout à fait pédagogique et, pour le coup, tout à fait non violente. Donc, après, partant de là, c'est comment on arrive à restaurer un petit peu même beaucoup de liens et à refaire, parce que c'est un petit peu tout l'enjeu aussi, refaire fonctionner, faire vivre, respirer, comme on dit souvent, notre démocratie, faire société tout simplement. Voilà un petit peu pourquoi on a voulu cette soirée. Donc, je ne vais pas être plus long, parce que ce n'est pas moi qu'on attend ce soir déjà tout simplement. Et je vais repasser la parole à Charlotte. Je regarde rapidement si je n'ai pas oublié quelque chose. Non, voilà, elle va de toute façon, on arrive à vous expliquer un petit peu le sujet, va revenir là tout de suite sur le sujet. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous aurez tout le loisir de poser des questions, comme l'a dit Charlotte. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Johan. Alors, juste avant de donner la parole à Marie Pelletier, je vais rappeler à tout le monde, s'il vous plaît, de couper vos micros, parce que même si vous ne parlez pas, on entend tous les sons qu'il y a autour de vous, et ça nuit à la bonne qualité de son du reste de la vidéo. Donc voilà, merci beaucoup. Et on va pouvoir lancer la discussion. Donc, on va commencer avec deux questions qui nous paraissaient importantes pour parler du sujet du complotisme. Donc déjà, qu'est-ce que le complotisme? Comment le définir? Comment est-ce qu'il se manifeste? Et quelles en sont les racines, mais aussi quelles en sont les limites
Donc, où se trouve le complotisme? Et comme le disait Johan, comment ne pas confondre complotisme et remise en cause du système? Et je laisse la parole à Marie Pelletier. Merci, merci pour cette introduction. Merci pour votre accueil et votre écoute. C'est toujours un exercice un peu périlleux, hein, finalement, de reprendre les bases et de redéfinir le complotisme. C'est évidemment très important, toujours pour commencer toute discussion à ce sujet. Le complotisme, qu'on appelle aussi conspirationnisme, je dis d'emblée que complotisme et conspirationnisme, ce ne sont pas deux choses différentes. En tout cas, dans le monde francophone, on emploie l'un et l'autre pour dans une acception similaire. Donc moi, je parle souvent de complotisme, mais vous allez voir que de temps en temps, je dis conspirationnisme. N'y voyez pas de différence, je parle de la même chose. Et donc le complotisme, c'est un vieil imaginaire politique qui, en fait, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas coupé leur micro, mais je pense que les organisateurs peuvent couper les micros des participants, ceux qui ont les droits de la réunion. Parce que moi, je crois que je ne peux pas le faire. Donc, je disais, le complotisme, c'est un phénomène qui est ancien et qui connaît une résurgence dans nos sociétés depuis une vingtaine d'années, depuis l'entrée dans les années 2000. Et qu'est-ce que c'est finalement? C'est un imaginaire politique de défiance à l'égard de la démocratie et à l'égard de ce qui est présenté comme le système. On va voir que cette notion de système, il faut quand même un peu la déconstruire à mon sens. Mais en tout cas, quand on est dans le complotisme, on postule que derrière ce qu'on nous dit, donc derrière la supposée vérité officielle ou parole officielle, il y aurait en fait une logique de mise en scène au service d'intérêts cachés. Donc le complotisme, c'est vraiment ça, c'est de penser qu'il y a un système organisé qui met en scène une parole publique pour en fait préserver les intérêts cachés de quelques-uns. Cette logique de pensée, cet imaginaire politique n'est pas récente. Elle s'est structurée historiquement à la fin du XVIIIe siècle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour donner un peu quelques repères. À la fin du XVIIIe siècle, dans le contexte de la pré-révolution française, où on a vu toute une série d'acteurs anti-révolutionnaires qui ont voulu discréditer l'élan révolutionnaire en disant, en fait, la révolution est une mise en scène au service d'intérêts cachés, justement. Et ces intérêts cachés, à l'époque, c'était en tout cas, on désignait la franc-maçonnerie comme responsable des logiques cachées qui fomentaient une soi-disant révolution pour, en fait, essayer de s'imposer. J'aime bien décrire ces racines parce qu'en fait, vous allez voir que c'est le même schéma qu'on retrouve actuellement, bon, avec des cibles un peu différentes, mais la logique de pensée est la même. Et en fait, cette manière de penser qui a été structurée idéologiquement à travers des pamphlets, à travers de la littérature à la fin du XVIIIe siècle, va perdurer durant tout le XIXe siècle et durant aussi la première moitié du XXe siècle, en se chargeant notamment beaucoup de la sémantique antisémite, bien évidemment. Vous savez sans doute que complotisme et antisémitisme, c'est très fortement lié historiquement, puisqu'en fait, le complotisme, à un moment donné, a été l'arme rhétorique, et est toujours une arme rhétorique pour l'antisémitisme, puisque l'idée, c'est de dire, donc, on nous manipule, derrière ce qu'on nous dit, il y a en fait une mise en scène au service d'intérêts cachés, et les intérêts cachés de qui? Dans la logique antisémite, des juifs, avec cette fameuse idée des juifs qui tirent les ficelles et qui nous manipulent et qui seraient derrière les politiques, les médias, la finance, etc. Ça, c'est tout l'imaginaire antisémite et le conspirationnisme, ça rime vraiment à cet imaginaire. Et puis, pour faire vraiment très, très bref, deuxième moitié du XXe siècle, on a connu plutôt un tassement du complotisme dans nos sociétés. C'est-à-dire que le conspirationnisme n'a pas disparu totalement, mais il s'est marginalisé, en grande partie, évidemment, parce qu'il y avait eu le génocide juif, tout de même, et qu'il y avait une conscience dans nos sociétés de ce à quoi ce type de rhétorique pouvait conduire. Parce qu'en fait, accuser les Juifs de diriger le monde en sous-main, c'était aussi ce qui a servi de justification pour les tuer au moment du génocide juif. Donc, il y a eu l'interdiction de toute une série d'ouvrages, etc. Et le complotisme s'est marginalisé. Et puis, il est revenu
en force, en quelque sorte, à partir de l'entrée dans les années 2000. Alors, à cause de toute une série de facteurs, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps ce soir, mais en tout cas, évidemment, l'entrée dans les années 2000, c'est le web, hein, évidemment, c'est l'arrivée du web, en tout cas massif. C'est aussi un événement très traumatique qui est le 11 septembre 2001, dont on a d'ailleurs commémoré le 20e anniversaire le mois passé, et qui est un événement qui va choquer énormément les populations de manière générale et qui va générer pas mal de conspirationnisme. On va le voir, on l'a déjà dit en préambule, hein, le conspirationnisme, il prospère toujours sur des traumas. C'est toujours quand on vit quelque chose qui est bouleversant dans notre société qu'en fait on a besoin de sens et qu'on a besoin de récits qui racontent ce qui nous arrive. Et finalement, autour du 11 septembre 2001, il y a eu le récit de l'événement donné par l'administration Bush aux États-Unis et par ses alliés, qui était en gros, c'est la civilisation qui est attaquée par les barbares. Hein. Puis il y a toute une série de gens qui ne se sont pas tout à fait retrouvés dans ce discours-là et qui se sont tournés, pour certains d'entre eux, vers des récits conspirationnistes. Je pense qu'on a tous déjà entendu des théories du complot sur le 11 septembre 2001, comme le fait qu'il n'y aurait pas eu d'avion sur le Pentagone ou que ce n'est pas vraiment Al-Qaïda qui a fait les attentats, etc. C'est important parce que c'est à partir de ce moment-là que les théories du complot se sont réinvitées dans le débat public et évidemment aidées par le web, bien sûr. Et pour aller à l'essentiel de notre actualité, on voit depuis 2 ans, avec la pandémie, on voit non pas une explosion du conspirationnisme, parce que le conspirationnisme, en fait, il a remonté dans nos sociétés progressivement depuis l'entrée dans les années 2000, mais on voit en tout cas que la pandémie est un très, très grand cristallisateur de ce conspirationnisme. C'est-à-dire que beaucoup de gens, de nouveau, hein, choc traumatique, beaucoup de gens ont ressenti, enfin tout le monde, je pense, de l'insécurité, des peurs, etc. Et le complotisme, c'est-à-dire ce réflexe de dire non, mais en fait, on nous manipule, on nous ment, et derrière ce qu'on nous dit, en fait, il y a des intérêts cachés, c'est quelque part un logiciel qui est venu pour beaucoup de gens donner une explication, un sens à ce qui nous arrivait. Sachant qu'on l'a rappelé, ça n'a pas été facile avec les confinements et les incohérences, etc. Et donc, pour dire d'emblée, puisqu'on a déjà posé la question, quelle est la différence entre une saine critique, on va dire, des décisions politiques, par exemple, ou des médias, etc., et puis le complotisme? Il y a beaucoup de différences, en fait. Mais la différence principale, c'est que quand on est dans le logiciel conspirationniste, on postule d'emblée qu'il y a un mensonge, déjà. Donc, on pense déjà d'emblée qu'on nous ment. Et non seulement on pense déjà d'emblée qu'on nous ment, mais on sait déjà à l'avance, on nous ment soi-disant au service de qui ou de quoi. C'est-à-dire qu'on est dans le complotisme quand on a un espèce de schéma où, par exemple, on se dit les coupables pour moi d'emblée, ça peut se décliner. Hein. Alors, on ne verra pas forcément les juifs parce que parfois c'est un peu plus subtil que ça, hein, mais c'est tel lobby, c'est tel groupe, c'est telle personnalité, etc. De se dire d'avance qu'elle est coupable, entre guillemets, de tout et qu'elle manipule la vérité à travers les politiques, à travers les médias, etc., pour nous imposer quelque chose qui sert ses intérêts. Et ça, on l'a vu effectivement avec la pandémie, c'est un logiciel qui a été, on va dire, extrêmement populaire parce qu'il a un avantage, c'est qu'il offre une explication simple à ce qui nous arrive. Il désigne des coupables, il désigne des figures héroïques, il désigne des causes, il désigne des conséquences. Et en fait, on a besoin de ça quand il nous arrive quelque chose de très perturbant et on a besoin de logiciels explicatifs. On est dans un moment politique, et ça c'est depuis l'entrée dans les années 2000, où on manque de logiciels explicatifs de manière générale. Les religions, on est quand même plutôt globalement dans un contexte de sortie du religieux dans nos sociétés. Les grandes idéologies qui nous avaient un peu structurées durant le XXe siècle, elles se sont cassées la figure. Donc on manque de récits, je parle souvent de récits, hein, de récits pour expliquer les choses. En fait, le conspirationnisme, c'est un récit, c'est une proposition de mise en récit, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire, il raconte ce qui nous arrive en disant, mais voilà, vous avez peur, vous êtes mal, vous n'êtes pas content, etc. Eh bien, en fait, je vais vous expliquer qui est coupable de ça et je vais vous raconter l'histoire. Et effectivement, c'est à partir du moment en fait, où on sombre dans cette logique-là, qui est en fait aussi une logique de croyance, hein, plus qu'une logique de réflexion et de lutte,
qu'on entre dans le complotisme. Alors, simplement pour terminer ceci, je voudrais insister sur un point qui me semble d'emblée important à souligner, c'est que le complotisme, c'est un imaginaire politique donc qui se répand à des degrés divers. Ça, c'est très important à dire, parce qu'on a parfois tendance à penser que les complotistes, c'est seulement ceux les plus extrêmes, on va dire, qui pensent que la Terre est plate, qui croient aux Illuminati, etc., hein, les cas les plus caricaturaux. Et puis, on a tous une tendance très humaine à nous dédouaner de tout conspirationniste. Non, 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 mais moi, je ne fais que critiquer, je ne suis pas complotiste. Moi, j'invite tout le monde, hein, absolument tout le monde, à sortir de cette logique-là et à s'interroger comment tous, chacun, chacune, on peut avoir des réflexes conspirationnistes, parfois sans nous en rendre compte, tout simplement parce que c'est un imaginaire politique qui est extrêmement diffusé à l'heure actuelle dans notre société. Et que, par exemple, même si on se pose des questions légitimes, on peut très bien tomber sur des contenus conspirationnistes sur le web, par exemple, sans savoir qu'ils sont conspirationnistes et se laisser séduire par des arguments qui sont en fait des arguments fallacieux. Donc, j'insiste toujours là-dessus parce que on veut toujours, quand on parle de ces questions, et je dis un on très général ici, hein, toujours commencer par dire le complotisme, c'est pas moi. Moi, je pense que j'invite toujours à un réflexe inverse, c'est-à-dire en quoi moi je peux, peut-être malgré moi, peut-être inconsciemment parfois, prêter le flanc à cette logique de pensée. Et pourquoi c'est important de s'interroger, c'est que cette logique de pensée, et ce sera mon dernier point pour cette question, cette logique de pensée, c'est un danger pour la démocratie. Ça, je le dis de manière très, très claire. C'est que historiquement aussi, on l'a vu, hein, c'est que le discours conspirationniste, il porte en lui deux grandes menaces, si on veut les résumer. D'abord, c'est la menace à l'égard des institutions démocratiques, parce que le complotisme, c'est un imaginaire de la défiance à l'égard des institutions démocratiques, qui postule en quelque sorte que les institutions démocratiques sont un leurre, encore une fois, au service d'intérêts cachés. Et donc, il porte en lui la remise en question des institutions démocratiques telles que la justice, les médias, les scientifiques, on l'a vu avec le Covid, etc., etc. Or, on sait très bien que les institutions démocratiques, toutes critiquables qu'elles soient, elles sont nécessaires au fonctionnement de la démocratie et que si on s'attaque aux institutions démocratiques, évidemment, on prend le risque de servir des agendas antidémocratiques, pour être tout à fait basique, notamment de faire le jeu des dictatures et des opposants à la démocratie de manière générale. Je cite quand même souvent ces derniers temps ce qui s'est passé début de l'année au Capitole à Washington, où on a vu très clairement comment le conspirationnisme a conduit des gens, à un moment donné, à remettre en question les résultats d'une élection démocratique et à vouloir commettre un acte insurrectionnel, c'est-à-dire de renverser la démocratie américaine. Alors, fort heureusement, ça n'a pas abouti, mais ça veut dire que le danger, il est très concret. Il peut conduire à des actes violents, puisqu'ici on est aussi sur la question de la non-violence, violents verbalement et physiquement. Je rappelle qu'au Capitole, il y a eu 5 morts quand même, et dans un but de remise en question de la démocratie au nom du soi-disant mensonge et de la soi-disant critique du système. Donc ça, c'est le premier grand danger. Et le deuxième grand danger, et ils vont ensemble en fait, c'est la haine des minorités évidemment. Parce qu'en fait, le conspirationnisme, comme il postule qu'on sert les intérêts de quelques-uns, historiquement, les quelques-uns, c'est qui? J'ai déjà cité, historiquement, ce sont les juifs, mais ça peut très bien aussi, par ailleurs, se reporter sur d'autres minorités, viser les homosexuels, viser les personnes musulmanes, etc., etc. Ça peut se décliner à l'infini, malheureusement, puisque la logique conspirationniste, c'est croire toujours qu'une petite minorité manipule la majorité. Et donc, on peut basculer dans la haine des minorités. C'est les deux grands dangers. Et c'est pour ça, quand je dis qu'il faut se questionner nous-mêmes sur comment on peut ou pas colporter du complotisme, c'est parce que si on colporte ce genre de discours, même malgré nous, même sans s'en rendre compte, on peut aussi participer malheureusement à rendre plus palpables ces deux dangers que sont la haine des institutions, enfin le rejet des institutions démocratiques et la haine des minorités. Voilà pour cette première partie. Merci beaucoup pour cette réponse très, très complète. Alors, je vais poursuivre avec deux autres questions, même si dans cette première réponse, il y a eu des éléments explicatifs, notamment sur le fait que nous sommes plus ou moins tous et tous complotistes. Mais du coup, ça m'amène à la question, face à certains mensonges
qui peuvent être diffusées de la part du gouvernement ou d'autres institutions comme les lobbies ou les mensonges d'État, type de l'affaire Benalla. Donc, comment ne pas tomber justement dans une défiance vis-à-vis des institutions démocratiques qui, de temps en temps, commettent tout de même des erreurs? Ou pour reprendre votre formule, comment sortir de ces réflexes complotistes quand on est face à des événements qui posent question? Et enfin, je vais joindre avec le point précédent, mais je pense que c'est lié. Et du coup, comment refaire société ensemble? Comment réussir à avoir un débat constructif? Quelles sont les solutions à ces mécanismes et à ce logiciel de pensée? Donc, comment avoir un dialogue un peu plus apaisé dans une situation si tendue? Voilà, je vous rends la parole. Je vais juste ajouter un petit... Oui, Yoann, vas-y. Et juste par rapport à cette fameuse question, effectivement, dont on a déjà discuté avec Marie aussi, mais sur cette question de... En fait, c'est la ligne de crête, elle est vraiment très fine, en fait, à certains moments. Et c'est vrai que, typiquement, il y a un moment donné où, quand on se dit, même en tant que militant, on doit remettre des choses en cause qui dysfonctionnent parce qu'on sait qu'elles sont nombreuses à dysfonctionner. Je vais prendre un exemple très concret. Ce matin, j'ai vu un rapport de Human Rights Watch qui dénonce les violences policières sur les migrants dans la jungle, enfin dans l'ancienne jungle à Calais, à Grande-Synthe. On a en face de ça un déni total de M. Darmanin et donc des pouvoirs en place. Donc, je veux dire, ça, pour moi, ça alimente aussi ces théories-là. Donc, à un moment donné, trouver effectivement cette espèce d'équilibre entre le fait de ne pas effectivement basculer dans une défiance et voire une méfiance généralisée vis-à-vis de ces institutions et le fait de continuer dans une logique de faire société face à des gens qui quand même font preuve d'un certain cynisme plus. Bon, voilà, j'avais vraiment envie de vous poser cette question-là aussi, d'appuyer là-dessus, parce que je pense que c'est un sujet important. Alors déjà, je vais vous rassurer, les conspirationnistes ne vont pas s'intéresser aux migrants de manière générale, parce que ça, c'est pas assez bankable pour leur posture. Donc, je pense que ce cas-là ne leur posera pas trop de problèmes. Je dis ça parce qu'il faut savoir aussi que le conspirationnisme, il ne prospère pas sur tous les sujets, hein. C'est d'ailleurs un grand révélateur, c'est remettre soi-disant ce qu'on nous dit en question, mais en fait, c'est pas remettre tout ce qu'on nous dit en question. C'est remettre ce qu'on nous dit sur certains sujets et pas sur d'autres. Il y a beaucoup d'angles morts, et ça, ce serait l'objet d'une autre conférence. Mais donc, pour vous répondre à tous les deux, il y a beaucoup d'éléments à dire, évidemment, mais je vais essayer de reprendre un peu dans l'ordre. D'abord, oui, nous sommes tous complotistes. Enfin, je dis ça un peu en boutade, mais oui, je pense que vraiment, tous aujourd'hui, moi y compris, hein, on peut être pris dans des logiques de défiance. Quand je parle de défiance, c'est encore une fois, hein, quand on postule à l'avance qu'on ne croit pas ce qu'on nous dit et qu'on postule à l'avance que c'est un tel ou un tel qui est coupable, c'est-à-dire qu'on n'est pas en fait dans une recherche de la vérité. On est dans l'établissement d'une vérité en amont qu'on ne questionne plus en quelque sorte, hein, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelque chose de l'ordre de la croyance. Mais donc effectivement, c'est souvent subtil et évidemment aussi qu'il y a un certain anticonspirationnisme qui peut servir des logiques, on va dire, réactionnaires, c'est-à-dire de défense des logiques de domination, bien évidemment. Évidemment que ça peut être facile de dire à quelqu'un t'es complotiste pour discréditer sa critique. Mais ça nous oblige tous, justement, moi j'essaie de le prendre positivement, à être très attentifs. Je pense que c'est un des plus gros enjeux dans le débat public actuel. Bon, je ne dois pas vous faire le tableau du débat public en France, par exemple, pour le moment. Je pense qu'un des plus grands enjeux, c'est d'être tous, chacun, attentifs à la manière dont on formule notre discours. C'est pas seulement qu'est-ce qu'on critique ou qu'est-ce qu'on ne critique pas, mais c'est aussi la manière dont on parle des choses. Parce qu'en fait, le conspirationnisme, il a beaucoup galvaudé nos mots, notre manière de raconter les choses. Et c'est en ça qu'il y a beaucoup de complotisme inconscient. C'est dans notre manière de poser les problèmes, souvent, qu'on a ces logiques que je vous ai décrites avant, qu'on est en fait dans de la défiance et non pas dans le véritable esprit critique souhaitable ou ni même dans la critique des logiques de domination qui est évidemment tout à fait nécessaire en démocratie. Donc, il n'y a pas de recette magique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est souhaitable, à mon avis, le plus souhaitable, c'est que chacun s'interroge sur son propre discours plutôt que de faire tout le temps attention au discours de ceux qu'on a en face. Parce que ça, c'est une tentation qu'on a souvent, c'est de voir le complotisme comme un problème extérieur à nous. En fait, ce n'est pas un problème extérieur à nous. Alors, sur les mensonges,
politique. Alors, je dis, je ne sais pas si vous avez vu, enfin, à mon avis, non, vous n'avez pas suivi mon actualité dans les médias, mais parce que j'ai parlé de ça dans un débat télévisé en France la semaine passée. J'ai fait l'émission C'est ce soir. Et il y avait une intervenante, peu importe qui c'est, mais quelqu'un avec qui je n'étais pas forcément d'accord, qui, à un moment donné, a dit « Oui, mais enfin, les politiques nous mentent souvent. » Et elle a pris des exemples. Elle a pris notamment les exemples des mensonges, enfin, des mensonges ou des erreurs, hein, parce que quand on dit mensonge, on fait déjà un procès d'intention. Il faut essayer d'être le plus factuel possible. En tout cas, des communications qui ne reflètent pas la réalité. En début de pandémie, on se rappelle l'histoire des masques, etc. Et donc, elle parlait de ça. Et elle disait en quelque sorte, vous allez voir pourquoi je dis ça, elle disait, ben voilà, si le politique ne mentait pas, il n'y aurait pas de conspirationnisme. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ce diagnostic. D'abord, je pense que les politiques mentent parce que le mensonge en politique, c'est vieux comme le monde. Je pense, hélas, que le politique, là, je ne parle pas de la politique, je ne parle pas des politiciens, je parle du politique de manière générale. Malheureusement, il s'ancre beaucoup dans des logiques de mensonge. C'est-à-dire que le politique, c'est quand même l'enjeu du pouvoir. Et quand on veut le pouvoir, que ce soit le pouvoir à l'Assemblée nationale ou le pouvoir avec nos potes autour d'une table, hein, malheureusement, j'ai envie de dire humainement parlant, le mensonge n'est jamais très loin quand on s'approche des questions de pouvoir. J'aime bien faire ce rappel-là parce que c'est ce que j'ai dit à cette intervenante sur ce plateau télé. J'ai dit, mais en fait, vous découvrez un peu l'eau chaude, quoi. De dire que les politiques mentent, j'ai envie de dire qu'elles scoopent. Ce n'est pas du tout un scoop. Or, je ne pense pas qu'ils mentaient moins, par exemple, il y a 30 ans ou 40 ans. Pourtant, il y avait beaucoup moins de conspirationnisme. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut un petit peu désarticuler les deux aspects et aussi se départir d'une idée. On peut tous savoir que si le politique ou les médias, etc., étaient vertueux et étaient parfaits, en face, les gens seraient parfaits aussi. Parce que ça, c'est un peu une illusion qu'on peut tous avoir, hein, de se dire, mais enfin, si le politique était exemplaire, ben voilà, on n'aurait rien à redire et donc tout se passerait bien. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, bien évidemment que le politique a un devoir d'exemplarité et qu'en tant que citoyen en démocratie, moi, je suis une militante en plus à la base, donc c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur aussi. En démocratie, on a le droit, et j'ai même envie de dire le devoir, de dénoncer, alors pas seulement les mensonges, parce que vous voyez qu'on est dans une période où on articule fort les choses entre vérité et mensonge, comme si c'était le seul enjeu, mais ce n'est pas seulement le mensonge, c'est les injustices en fait. C'est les logiques de domination qui traversent notre société. Elles sont multiples, la domination... prendre quelques exemples. Domination machiste, la domination en termes économiques, bien évidemment, la domination en termes générationnels. Enfin, on peut inventer toutes sortes de dominations générationnelles. Non, je ne crois pas trop qu'il y ait une domination au niveau générationnel, quoique on pourrait réfléchir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des logiques de domination qui traversent la société, mais j'ai envie de dire dans beaucoup de sens différents. Le problème du complotisme, c'est qu'il croit qu'il y a une seule logique de domination massive et centrale et qu'il y a un petit groupe derrière, encore une fois, qui dirige cette logique de domination. En fait, c'est une tentative d'évacuer la complexité des logiques de domination. Et donc, dénoncer pas seulement un mensonge de l'État, mais une politique injuste, pour parler en des termes politiques plus globaux, je pense que c'est non seulement possible et même souhaitable. Et je pense que pour pouvoir le faire de manière constructive et pour que ça ait une prise sur la réalité, nous devons absolument faire un travail d'examen de nos propres discours pour ne pas sombrer dans le conspirationnisme. Parce que quand on sombre dans le conspirationnisme, on rend à mes yeux, hein, on rend notre politique inefficiente, non efficiente, si vous voulez. C'est-à-dire que le conspirationnisme, il n'a pas pour ambition de changer le réel. Il a pour ambition de désigner des coupables. Je suis désolée, mais en tant que militant, notre job n'est pas de désigner des coupables. Notre job, c'est de changer la réalité. Ou bien alors, on ne fait pas de militantisme, ou alors on ne s'engage pas en politique. C'est-à-dire que bien sûr que changer la réalité, ça peut passer aussi par le fait de désigner, alors je ne vais pas dire coupable, mais des responsables, je préfère peut-être ce mot-là, parce que coupable, on est dans un registre justement parfois un petit peu essentialisant, mais des responsables, oui. Mais les responsables des politiques injustes, ils sont souvent multiples. Enfin, vous le savez, bien évidemment. Il y a des logiques économiques, il y a des logiques politiques, il y a des logiques d'entre-soi, etc., etc. C'est d'ailleurs quelque chose qui me fait souvent sourire en France. Là, c'est la Belge qui s'exprime. C'est très marqué en France parce que
en France, les Français de manière générale, sont très, très centrés sur la personne du président. Et pour quelqu'un de belge, c'est toujours un petit peu surprenant parce qu'on a l'impression que tout ce qui arrive de pas bien, ou bien tous les mensonges, même, on va dire, pour reprendre l'exemple des mensonges, c'est Macron. Alors qu'en fait, Macron, à mes yeux, n'est évidemment qu'un symptôme de logique de domination multiple. Et c'est pas, si vous voulez, il n'y a pas une ou même quelques personnes, à mes yeux, qui sont responsables, par exemple, de la répression policière, si on reprend cet exemple-là, ou bien, je ne sais pas moi, des politiques économiques problématiques, et il y en a énormément, etc., etc., enfin, du fait qu'on ait retiré de l'argent dans l'hôpital public, on peut le donner. Ce n'est pas Macron qui est responsable de ça, à mes yeux. C'est une société dans son ensemble qui fait des choix au profit de dominants. Pour ça, j'aime bien reparler de logique de domination parce que j'aime peut-être mon côté un peu gauchiste, hein, mais j'aime bien parler de dominants et de dominés. Et effectivement, il y a des politiques qui sont faites au profit de groupes dominants et bien évidemment qu'il faut les dénoncer. Mais les dénoncer dans le but, évidemment, j'espère, d'infléchir ces politiques. Le conspirationniste n'infléchit rien. Le conspirationniste, il se défoule, on le voit bien notamment sur les réseaux sociaux, malheureusement, il se défoule beaucoup, il désigne des coupables et il nous rend quelque part, il nous dépossède de nos moyens, puisqu'il nous dit quoi que vous fassiez de toute façon, ça ne sert à rien. Tout ça est une mise en scène au service des intérêts de Bill Gates, pour prendre un exemple. Et donc, ça nous dépossède, pour moi, de nos moyens d'action et de nos moyens de prise sur le réel. Je peux vous dire que je serais puissant, je n'aurais pas très peur des conspirationnistes, parce que ça n'ébranle pas les logiques de domination. Donc, c'est ça, en disant ça, je n'ai pas de recette magique sur le comment faire, hein, mais ce sont des points d'attention à avoir dans notre lecture politique et dans la manière dont on formule nos critiques. Mais il est vrai, je le dis tout de suite, que dans le contexte actuel, où le complotisme est partout, il est devenu, et ça c'est vrai, il est devenu extrêmement difficile de formuler certaines critiques légitimes. Ça c'est vrai. Mais pour moi, nous sommes tous collectivement responsables de ça, parce que nous n'avons pas assez, à mes yeux, justement été vigilants sur ce qu'on pourrait appeler les balises antifascistes ou les balises démocratiques, c'est-à-dire on n'a pas été vigilants sur ce qui était ou pas acceptable en démocratie, et maintenant on est un peu gangréné. Enfin, pas un peu, on est carrément gangréné. De sorte qu'il y a toute une série de questions où c'est extrêmement périlleux d'exprimer un point de vue parce qu'on risque de travailler, en exprimant ce point de vue, dans ce contexte, on risque de donner du grain à moudre aux conspirationnistes, aux antisémites, etc. Je vais prendre un petit exemple personnel. La critique des médias, par exemple. Vous savez que le conspirationnisme, de manière générale, rend les médias responsables de beaucoup de choses, puisque les médias, c'est vu comme justement un petit peu la grande mise en scène au service des intérêts de quelques-uns. Et on le sait aussi, cette haine anti-média, elle a conduit ces dernières années à des actes de violence assez récurrents, notamment, rappelons-nous, enfin ça je me rappelle parce que j'ai parlé avec des journalistes à l'époque, au moment des Gilets jaunes, où certains journalistes ne pouvaient plus aller sur les manifs parce qu'ils étaient pris à partie physiquement par certains manifestants. Je ne dis pas par tous, mais par certains. Et donc, il y a une hostilité, une violence qui s'exprime à l'égard des journalistes au nom de ce qu'ils sont censés représenter. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que moi, par exemple, à titre personnel, très souvent, j'aurais des critiques à formuler à l'égard des médias et à l'égard des journalistes. Je le fais quand même un peu, hein, bien évidemment. Mais très souvent, je me surprends en train de me retenir de faire ces critiques. Parce que je sais que dans le contexte politique actuel, ça risque de donner du grain à moudre, je ne sais pas comment on peut dire, des armes en quelque sorte, à des gens qui sont dans une logique de défiance, de haine et de rejet. Et donc oui, c'est vrai, on est dans un contexte qui est celui-là. Ça veut dire que on ne peut pas se contenter d'un aspect, quoi. On doit bien sûr continuer à travailler sur notre engagement, notre dénonciation, etc., de ce qui ne va pas, on va dire de manière générale, parce que selon les domaines où on est engagé, c'est un peu différent. Mais en même temps, si on ne travaille pas sur justement tout cet enjeu sémantique, hein, parce que c'est en fait un enjeu de sémantique, comment on parle des choses, qu'est-ce qu'on met derrière les choses, etc., ben nos engagements risquent très fort d'être totalement inefficaces, inefficients et d'être même récupérés à des fins hostiles à l'émancipation, on pourrait dire. Hostiles à l'émancipation. J'aime bien ce mot-là, mais je trouve que l'émancipation, ça dit beaucoup de choses. Hein. L'émancipation, c'est ce qui nous sort de notre condition.
Alors, juste sur l'aspect, parce que la dernière question, c'était sur comment restaurer du dialogue, qui est toujours une question compliquée, surtout dans le contexte actuel. Hein. Vous en avez sans doute, enfin, vous le voyez sans doute aussi autour de vous, mais moi, j'ai des gens qui me contactent en me disant « je vais divorcer parce qu'il n'y a plus moyen de parler avec mon mari ». Qui est complètement rompu à des contenus conspirationnistes et je n'arrive plus à dialoguer avec lui. J'ai des parents qui me disent je ne parle plus à mes enfants. J'ai des gens qui me disent je ne veux plus aller au boulot parce qu'avec les collègues ça se passe trop mal. Donc ce que je veux dire c'est qu'on a un stade où ces questions sont rentrées dans l'intime. C'est-à-dire que pendant longtemps, le complotisme, on se disait, bon, c'est un truc d'Internet, etc. Bon, c'est un peu lourd, mais enfin, ça va, quoi. On me disait souvent ça il y a quelques années en disant, oui, Marie, t'exagères un peu. Maintenant, les gens ne disent plus ça. Parce qu'ils voient concrètement que ça crée des tensions en fait, vraiment, ça touche au lien social de manière très, très aiguë. Lien social, lien intime même. Donc, comment faire? Quand les gens me disent ça, par exemple, me disent j'ai quelqu'un de ma famille avec qui je ne peux plus dialoguer. Le dialogue n'est plus possible parce que ça part tout de suite en joute verbale violente ou voire plus. Je dis toujours deux choses qui me semblent importantes. C'est d'abord, en tout cas, si ce sont des personnes qui nous tiennent à cœur, on va dire, ça me semble important de maintenir le lien. Donc, je pense que c'est quand même important et même au niveau de la société, hein, de ne pas se couper totalement de personnes qui peuvent être prises dans des logiques de défiance telles qu'on n'arrive plus à recréer le lien avec elles. Je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est important de montrer que le lien en lui-même, on y tient. Mais par contre, par rapport au fond, par rapport au discours et au fait qu'on ne s'entende plus sur les discours, je pense que c'est très important de pouvoir quand même dire à ces personnes ce avec quoi on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que je crois qu'on ne doit pas renoncer à dire les choses. Je vois beaucoup de gens qui me disent, par exemple, je ne veux plus parler des vaccins, plus du tout, parce que je sais que si je commence à parler de ça, tout le monde s'engueule. Et ça, quand j'entends ça, à la fois je comprends. Moi, il y a plein de questions que j'évite dans mes relations au quotidien parce que je n'ai pas envie que ça tourne mal, hein, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'on a tous déjà vécu ça. Et en même temps, je trouve que politiquement, c'est problématique. S'il y a toute une série de questions, on n'en parle plus parce que ça risque de créer des tensions, parce que je sais qu'on n'est pas d'accord, je pense que politiquement, ça peut être dangereux parce que ça peut permettre justement à des logiques réactionnaires, etc., d'avancer sur notre silence, en quelque sorte. Donc, je pense que autant on doit maintenir autant que possible le dialogue et la relation, j'ai presque envie de dire humaine, quoi, hein, sur un plan humain, autant on doit oser quand même porter au moins une parole politique. Quand je dis politique, c'est ici au sens très large du terme. Simplement pouvoir dire à l'autre personne, je ne suis pas d'accord avec toi et voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, encore une fois, j'imagine que la non-violence offre des outils pour ça, mais je pense que c'est vraiment important parce qu'on est quand même dans une tentation de capitulation. Moi, je pense que le dialogue, ce n'est pas capituler. Il y a un très grand enjeu de recréer de la confiance, mais recréer de la confiance, ça passe bien évidemment par l'attention relationnelle, mais ça passe aussi par le fait de mettre sur la table certains désaccords et de pouvoir définir, pas seulement dire ce que tu dis est vrai ou faux, hein, parce que vous voyez, on a une tendance actuelle à tout placer sur l'axe vérité-mensonge, mais l'enjeu n'est pas seulement celui-là, c'est aussi voilà quelle est ta vision du monde et voilà quelle est ma vision. Parce que le conspirationnisme, finalement, et tout ce qui s'y rapporte, c'est une proposition de vision du monde. Face à une vision du monde, dire à l'autre ce que tu dis est faux, ça peut être une étape, mais ce n'est pas suffisant. À un moment donné, il faut lui dire aussi, je ne suis pas d'accord avec toi et pouvoir dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Donc, je pense qu'on doit travailler, en fait, sur, évidemment, le rapport aux faits est très important, hein, travailler sur ce qui est vrai ou pas vrai, factuellement parlant, mais aussi sur ce que nous on défend à travers ce qu'on dit. C'est ce travail-là pour lequel je donne beaucoup d'énergie depuis pas mal de temps. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais laisser le soin à Johan de poser une dernière question avant qu'on donne la parole aux participants. Oui, alors comme ça, on va passer assez rapidement aux questions des personnes qui sont là ce soir. Comme l'objet aussi de la télécauserie, c'était quand même on avait volontairement mis ce titre un petit peu provocateur, le complotisme, mythe ou réalité. Mais la deuxième question surtout qu'on avait posée, c'est comment la non-violence peut-elle nous aider à dépasser nos désaccords?
Moi, je voudrais juste, avant qu'on passe à cette phase des questions, parce que je sais que c'est un point que vous soulignez, dont vous parlez régulièrement, c'est la question des réseaux sociaux et de l'impact que ça a sur effectivement certaines idées qui se répandent, et de mon sentiment justement pour l'idée, dans cette idée de faire société, de restaurer un dialogue qui serait parfois rompu, donc aussi de ne pas faire preuve de condescendance, de mépris, ce qui peut être le cas notamment chez beaucoup des personnes qu'on peut appeler les fact-checkers et tout ça, qui vont être sur une forme de voilà, bon, voilà, je te montre la vérité, c'est ça, point. Et on sait qu'en plus, de l'autre côté, en général, pour quelqu'un qui adhère à une théorie de conspirationniste, il y a un facteur émotionnel assez fort. Donc, vous parliez tout à l'heure de croyance, donc forcément, c'est totalement contre-productif. Mais je voudrais juste qu'on évoque ça et cette question des réseaux. Et au final, pour cette idée de refaire société, moi, ce que je sais que vous avez développé comme idée notamment, et ce qui me paraît de plus en plus évident, c'est sortir un petit peu finalement de nos écrans et recréer des espaces concrets, réels. Oui, ça, j'en suis de plus en plus persuadée. Pourtant, j'ai été une grande consommatrice des réseaux sociaux pendant beaucoup d'années. Je me suis beaucoup servi des réseaux pour réfléchir, pour m'engager, etc. Mais il est vrai que j'en suis revenue parce que finalement, on peut remarquer que, surtout depuis les années 2010, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Enfin, c'est un peu avant, mais c'est à partir dans l'entrée dans les années 2010, qu'on s'est tous inscrits massivement sur ces plateformes. C'est qu'en fait, effectivement, ce sont des espaces qui ont profondément biaisé notre perception de la réalité, de manière générale. Alors, pas seulement parce qu'il y a des bulles de filtre ou des algorithmes, vous savez tout ce dont on entend souvent parler, bien sûr, ce sont des problèmes, mais aussi parce que sur les réseaux sociaux, on a en fait, des logiques d'addiction d'abord, c'est-à-dire que je pense qu'on peut tous faire notre examen de conscience quand on consomme des plateformes sur le fait qu'on est très vite porté à y passer beaucoup de temps. Et on est aussi pris dans des logiques de validation, c'est-à-dire qu'en ligne sur les réseaux sociaux est considéré comme bien, entre guillemets, un contenu qui a beaucoup de validation, c'est-à-dire qu'il reçoit beaucoup de likes, beaucoup de partages, etc. Et ça, je pense de plus en plus de ce que j'observe, que ça a profondément biaisé les choses. Parce que forcément, par exemple, un contenu conspirationniste sur les réseaux sociaux va avoir beaucoup de succès, beaucoup plus qu'un contenu pondéré, rationnel, etc., qui en général a moins de likes pour parler. Mais donc, du coup, je pense que ça peut vraiment biaiser notre perception de la réalité et de la vérité aussi, mais de la réalité. C'est de croire que quelque chose qui est validé par une grande communauté a plus de valeur que quelque chose qui n'est pas validé. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça nous a beaucoup déformé le cerveau, on pourrait dire ça comme ça, mais aussi les émotions. Parce qu'en fait, si vous regardez en ligne, on est tout le temps suscité émotionnellement. Et justement, c'est ça, les likes, d'ailleurs. C'est comme une petite drogue auquel on est tous accros, où on attend notre petite dose de likes pour nous sentir rassurés. C'est-à-dire que ce sont des espaces en fait de fragilisation quand même psychique et même du lien social aussi d'ailleurs, et où on est tout le temps en espèce de dépendance et on attend d'avoir de la validation. Et donc nos discours sont pris, si vous voulez, dans cette dynamique-là, où on a en fait en ligne un double mouvement qui me semble extrêmement délétère, où à la fois nos affects sont fragilisés, parce que justement, on est dépendant des réactions des autres, etc. En plus, avec la logique de l'actu en continu, on nous informe tout le temps de nouvelles choses, c'est quand même assez anxiogène. Et en même temps, donc, nos affects sont fragilisés, et en même temps, sur le même lieu, nos affects sont politisés, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui proposent des discours pour expliquer ce qu'on ressent. Typiquement, c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Ça, c'était l'exemple parfait. On était tous chez nous enfermés devant notre écran. On était tous quand même pas très bien moralement, à des degrés divers. On a tous eu des moments durs, je pense. Pas bien, puis accro à ces logiques d'addiction numérique, etc. Et comme par hasard, c'est sur ces mêmes lieux qu'on nous disait « Ah mais non, le Covid, en fait, on vous ment, on vous manipule, etc. » Et forcément, ça veut dire que le médium participe aussi du logiciel, si vous voulez. C'est-à-dire que le format fait aussi qu'on va être plus enclin à sombrer dans cette défiance. J'aime bien le mot de défiance. Alors, effectivement, il me semble crucial aujourd'hui, et je suis assez contente parce que je réalise que beaucoup de gens le remarquent, et même s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, ce serait valable aussi,
de recréer des espaces physiques de rencontres oui, de rencontres et de dialogue. Alors, pas forcément, je pense pas forcément à des espaces genre nuit debout, où tout le monde se rassemble sur une place, etc. C'est pas forcément à ça que je pense, mais des choses même peut-être très, comment dire, très limitées, avec juste quelques personnes, etc. Mais je pense qu'il y a énormément de choses, et moi je le vois sur le conspirationnisme, qui se déconstruisent dès qu'ils sont en prise avec du réel. Je le vois notamment chez mes étudiants qui peuvent parfois être pris, comme nous tous, par des contenus numériques qu'ils consomment, bien évidemment. Mais quand on leur parle en live, alors c'est pas seulement parce qu'on leur parle au niveau du discours en live, mais c'est parce qu'il y a l'aspect relation, il y a l'aspect réel, il y a l'aspect il faut assumer un discours devant les autres, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui se dégonflent. Et je trouve que c'est dans cette relation physique ici je parle évidemment au sens large, hein, que la confiance peut se renouer. Je suis intervenue la semaine passée au Conseil national du numérique. Ça, c'était intéressant parce qu'évidemment, le Conseil national du numérique, c'est vraiment, il se penche sur les enjeux numériques. Et je suis intervenue et j'ai dit, il y avait notamment le ministre du numérique qui était là, donc j'en ai profité en disant, mais en fait, le vrai enjeu du numérique actuellement se passe en dehors du numérique pour moi. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas régler les problèmes, vous savez, dont on parle beaucoup de fake news, de désinformation, etc. Je pense qu'on ne pourra pas les régler en ligne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses parallèlement en ligne. Mais je pense que le cœur du problème, c'est la confiance. Et la confiance, elle se recrée dans la réalité. Alors, c'est la confiance et puis c'est aussi le travail sur le discours, comme je disais. Mais le travail sur le discours, ça se fait aussi beaucoup plus volontiers dans la réalité qu'à travers des tweets ou des statuts Facebook ou des images qu'on se partage, vous savez, des images qui résument tout, là, hein, soi-disant, qui en fait, comment dire, nous enferment dans des espèces de logiques très, très simplistes de la réalité et qui nous empêchent vraiment d'articuler une vraie pensée et aussi de nous interroger sur au service de quoi je me mets quand je formule cette pensée. Donc, effectivement, ça, s'il y a bien quelque chose que j'encourage, alors, ça n'empêche pas des rencontres en Zoom, par ailleurs, que je fais beaucoup aussi. Mais je pense que les rencontres en réel, et pas seulement pour se parler relationnellement, mais aussi pour redéfinir ensemble, finalement, ce qu'on défend. Il me semble que, je vais terminer là-dessus, le plus grand enjeu derrière tout ça, c'est pouvoir reconstruire, pouvoir à nouveau s'entendre sur quelle vision du monde on défend. C'est ça la crise actuelle, c'est qu'on manque de projet global. On a besoin pour faire société d'avoir un projet de société, en fait, hein, tout simplement. À l'heure actuelle, avec en plus tous ces récits, ces contre-récits qui cohabitent sur le net, on n'est plus du tout au clair sur ce qu'on veut collectivement comme projet. Et ça, je pense que c'est le grand chantier de ces prochaines années. Et on a du travail. Merci beaucoup. Est-ce qu'avant d'ouvrir les questions aux participants auditeurs, est-ce que Johan, tu veux dire autre chose avant? Non, je vais laisser parler poser les questions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions à mon avis et puis on fera peut-être un petit point à la fin. Voilà. Face aux personnes qui sont là avec nous ce soir. D'accord. Alors, pour les questions, je rappelle à tout le monde pour prendre la parole, dans réaction en bas de votre écran, vous pouvez lever la main. Donc, je vous invite à poser vos questions et à vous signaler. Et si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le forum de discussion et je les poserai pour vous. Donc, on attend les premières prises de parole. Alors déjà, on a un merci à vous, Marie Pelletier, pour ce partage dans le forum de discussion. Merci à vous. Alors, peut-être qu'en attendant les premières questions, alors je ne sais pas si je vois... Ah si, voilà, il y a une première question qui est posée à l'écrit. Alors, si on en reste au fait que le complotisme est un symptôme de la crise de nos démocraties, comment retrouver ce goût pour le débat public ? Comment remettre au centre la question de l'intelligence collective? C'est une super question, mais ça résume un peu justement tout le questionnement actuel pour lequel il n'y a pas de réponse simple. Et c'est exactement ça l'enjeu, effectivement, retrouver le goût du débat public. Je pense quand même, comme on venait de le dire,
que quitter les polarisations mortifères qui sont quand même propres au débat public actuel, hein, notamment en ligne, bien évidemment, mais vous savez que ce qui se retrouve en ligne, comme par exemple Twitter, Facebook, les clashs, les polémiques incessantes, se retrouve aussi dans les médias quasiment de la même manière, hein, parce qu'en fait, les médias reproduisent aussi ce dont on parle. Et vous savez, mon deuxième livre, j'y ai appelé Obsession. Je pense que c'est très important de sortir des obsessions, en fait. C'est-à-dire ne pas seulement suivre la logique de l'actu en continu tout le temps sur le web où chacun réagit à la dernière polémique, et effectivement retrouver le goût de parler des questions de fond. Alors oui, je vois d'ailleurs qu'on parle de l'éducation populaire, oui, c'est l'enjeu de l'éducation populaire. On parle aussi d'éducation permanente en Belgique, je ne sais pas si en France on en parle de la même manière, mais en tout cas c'est les enjeux de formation et de long cours. Je pense qu'on doit remettre absolument du long cours, en fait. On est très, très fort dans une logique court-termiste. Vous voyez, par exemple, ce qui se passe pour le moment avec Zemmour, par exemple. Je trouve ça assez édifiant. On est tout le temps en train de commenter sa dernière déclaration, etc. Et en fait, on oublie vraiment l'analyse de fond sur, par exemple, pourquoi est-ce que Zemmour a un tel succès, tout simplement. Et je pense que cet enjeu-là, de reparler des questions de fond et sur la longueur en prenant le temps, il est très important. Il y a une très, très grande soif de ça. Moi, je le vois dans mes conférences, comme les gens ont besoin de ça, de remettre de la perspective aussi historique, de replacer les choses dans un contexte plus large, parce que c'est ça aussi qui donne du sens. Mais ça va passer par plein d'initiatives. Il n'y a pas une initiative qui pourrait tout rassembler, à mon avis. Merci beaucoup. Alors, prochaine question donc par écrit. Quelle différence entre être militant et être complotiste en lien avec les groupes de domination et les inégalités? Alors, déjà, je vais dire un truc qui va peut-être paraître un peu bizarre, mais je le pense profondément. Un complotiste, c'est un militant. C'est un militant dans le sens qu'il défend une vision du monde, alors qui pour moi doit être combattu, qui pour moi en plus est problématique parce qu'il la défend, on va dire, sans avoir les moyens, enfin sans se donner des moyens d'action, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est la désignation de coupable, mais c'est quand même un militant dans le sens qu'il défend un projet politique. C'est juste une petite précision pour dire, on parlait tout à l'heure de ne pas les discréditer, il faut au moins leur reconnaître ça. Ils défendent un point de vue politique, c'est à combattre. Hein. Mais alors, comment être militant sans être complotiste? Alors, on pourrait dire ça comme ça. Je pense que un militant, quelqu'un qui s'engage, doit être quelqu'un d'abord qui se départit quand même de certaines logiques de croyance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ce qu'on défend et pourquoi on le défend. Ça passe par l'éducation aussi, évidemment. Je pense que ça, c'est le problème en amont, c'est que le complotiste, il adhère à un projet clé en main, si vous voulez, auquel il croit. On lui a désigné d'avance qui sont les coupables, etc. Et il adhère à ce projet clé en main. Moi, il me semble qu'un bon militant, je ne sais pas si ça existe, hein, mais d'abord, est libre dans son discernement, donc n'est pas dans des logiques d'emprise, donc en termes de récolte d'informations, etc. Et puis, dans son action, pour moi, un vrai militant, justement, il agit pour changer le réel. Et donc, ces actions ne sont pas seulement pour dénoncer et pour détruire, parce que c'est ça la logique du conspirationnisme, mais aussi pour construire et pour proposer. Et je pense que c'est là, et c'est pour ça aussi quand je vous parlais des logiques de domination, c'est finalement, par exemple, si on veut défendre, pour prendre vraiment un truc très bateau, les pauvres face aux riches, par exemple, il ne suffit pas de dénoncer les grandes fortunes de France, quoi. Il s'agit à un moment, enfin de France ou d'Europe d'ailleurs, il s'agit à un moment donné de voir qu'est-ce que je fais concrètement pour les pauvres. Et ça, c'est très basique hein, ce que je suis en train de dire, mais je pense que la différence, elle se situe vraiment là. C'est-à-dire, est-ce que vraiment mon discours a pour ambition de changer la réalité et de venir concrètement en soutien ou en aide aux gens que je veux défendre, ou est-ce que c'est simplement une posture? Finalement, le conspirationnisme, c'est une posture. C'est je suis dans ma posture, je défends ma posture anti-système, etc. Mais oui, mais qu'est-ce que je fais? Cette posture, elle m'enjoint à faire quoi concrètement dans ma vie? C'est ça qui manque et c'est ça la différence, je pense. Après, tout bon militant peut être parfois rattrapé par des réflexions complotistes. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Ah, je crois que ça vient d'être corrigé. Merci pour votre réponse.
Et on a deux autres questions. Donc, comment en arrive-t-on à cette situation ubuesque où des personnes aux idées très différentes, voire totalement opposées, finissent par se rejoindre? Sommes-nous dans une version revisitée du célèbre pacte germano-soviétique? Et peut-être une précision sur le pacte germano-soviétique. Je ne sais pas si c'est Johan ou François la question, mais peut-être préciser avant la réponse. Je ne vois pas ces questions, moi, elles sont où en fait? Non, c'est mon privilège d'animatrice. Ah. Non, c'était la fameuse question, là c'est volontairement un peu poussé, mais rouge-brun, et voilà, et cette question à un moment donné de comment on en arrive à ça, à cette convergence de personnes qui défendent des choses qui n'ont rien à voir a priori, et c'est quand même, je pense, ce qui est très troublant aujourd'hui. Oui, et ça, pour en venir à ça, donc, ce qu'on appelle le rouge-brun, c'est finalement l'alliance, et à la faveur du complotisme, c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est l'alliance de l'extrême droite avec certains militants de gauche ou de gauche radicale qui se rejoignent sur la posture anti-système, en quelque sorte, et qui disent, même si on est très différents, on va s'allier parce que ce qu'on a en commun est le plus important, à savoir le rejet du système et la destruction du système. C'est ce qu'on a vu notamment en Italie, si certains ont suivi, avec le mouvement 5 étoiles, etc. Hein, ce sont ces alliances de forces d'extrême droite et d'extrême gauche au nom du rejet des institutions démocratiques, hein, finalement. Alors, je n'ai pas toujours envie de toucher le point Godwin, mais malheureusement, historiquement, on connaît cette alliance. C'est ce qu'on appelle le fascisme. En gros, si on relie au niveau historique, qu'est-ce qui constitue le fascisme? Le fascisme, c'est ça. Le fascisme, c'est l'alliance de forces d'extrême droite avec une partie de forces qui se définissent de gauche au nom de leur rejet de la démocratie, en fait, finalement. Alors, est-ce qu'on est de nouveau dans les années 30? J'espère pas. Je pense aussi qu'on est plus outillé. On est quand même dans une société démocratique qui est quand même plus avancée que dans les années 30, hein, fort heureusement. Mais je pense qu'effectivement, malheureusement, l'histoire nous a appris non seulement que ces rapprochements étaient possibles, mais aussi qu'ils pouvaient conduire à des politiques atroces, bien évidemment, non seulement pour la démocratie, mais aussi pour les minorités, bien évidemment. Donc, comment l'expliquer? Moi, je pense que c'est le contexte politique qui fait que, en fait, les forces réactionnaires, conspirationnistes, antisémites ont travaillé à rendre cette alliance à nouveau possible. En quelque sorte, à dire, mais finalement, le plus important, est-ce que c'est pas renverser le système? Et évidemment qu'il y a des militants de gauche sincères qui se disent, mais oui, moi je trouve que ce système est tellement injuste, etc., et qui peuvent, parfois inconsciemment ou consciemment, ça dépend, se rapprocher de l'extrême droite au nom de leur haine du système. C'est la posture, encore une fois, j'insiste beaucoup sur la posture, c'est une même posture qui les rassemble. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur Soral et Dieudonné, par exemple, dans les années 2000. C'est exactement ça que Soral et Dieudonné ont fait. Hein. Faut se rappeler que Dieudonné, il venait de l'extrême gauche, par exemple. Et Soral aussi, il a eu un bref passage à l'extrême gauche. Et puis, bon, aujourd'hui, ils sont totalement d'extrême droite, bien évidemment, mais c'est vraiment cette alliance-là où ils ont réussi à séduire des gens qui, de par leur background, étaient plutôt des gens issus de la gauche, et les ont ralliés à la rhétorique, alors là pour le coup antisémite, négationniste et tout ce qu'on veut, mais à la faveur du rejet du système. Donc oui, c'est une menace actuelle, malheureusement, et c'est qui n'est pas tout à fait nouvelle. Déjà depuis l'entrée dans les années 2000, on voit ce genre de rapprochement. Merci pour ta réponse. Alors, on a deux autres questions par écrit. Alors, première question, comment recréer la confiance entre les parties d'une société qui croit au complotisme? On accuse tout le monde et en même temps, on est soumis à l'idée, je ne suis pas sûre du mot, à l'idée commune, je ne sais pas si on se protégeait et on se donne le droit de ne pas lutter. Je ne sais pas si la question est bien claire, mais bon, la première partie, c'est comment recréer la confiance entre les parties d'une société. Oui, comment recréer la confiance, on a déjà dit un petit mot, hein, mais c'est... En tout cas, c'est l'enjeu principal et je pense que ce que j'aurais envie de dire, c'est que ça passe aussi par le plan individuel.
c'est pas seulement, je sais pas moi, l'État qui doit prendre des initiatives pour recréer de la confiance ou les médias, etc. Je pense que c'est aussi un niveau très micro autour de nous, puisqu'on le voit, je le disais tout à l'heure, hein, ces questions-là, elles s'invitent dans nos familles, dans nos cercles professionnels, dans nos cercles amicaux, etc. Donc, je pense que ce qui est peut-être un peu enthousiasmant, si je veux dire un peu du positif, c'est qu'on a vraiment tous un rôle à jouer actuellement et que ce n'est pas forcément des grands projets, des grandes assemblées, je disais un peu en boutade, genre nuit debout, mais que ça peut être vraiment des petites choses vraiment autour de nous, d'essayer rien que de sensibiliser à ces problématiques, hein, comme on fait ce soir. Déjà, je trouve que déjà ça, c'est aussi, en fait, je pense que l'enjeu de donner des outils de compréhension actuellement, il est très grand parce que recréer de la confiance, c'est aussi donner des balises aux gens. Je reviens à donner des balises. Moi, je suis frappée dans tous les milieux où j'interviens dans des milieux très, très divers. Et les gens, je suis frappée comme les gens ont soif qu'on leur redonne des repères. En fait. Et ça, je pense que c'est très, très propre à notre époque, qui justement est quand même une époque où on a dilué, on a envoyé bouler, on va dire, pas mal de nos repères. Je vous disais, hein, la sortie du religieux, etc., etc. Mais en fait, les gens, beaucoup m'ont dit, mais moi, j'ai besoin de repères pour comprendre le monde qui m'entoure. Et je pense que recréer de la confiance, c'est aussi redonner ces outils-là aux gens. C'est-à-dire, pas tout leur expliquer comment ils doivent penser, mais leur donner quelques repères pour qu'ils puissent de nouveau, non seulement penser par eux-mêmes, bien évidemment, mais aussi s'impliquer dans la société, etc. Donc, l'enjeu, en tout cas, de formation et d'outillage me semble vraiment essentiel. Et ça se passe aussi autour de nous. Pas forcément des grandes initiatives. Merci beaucoup. Alors, il est 19h10 et on a 2 questions écrites, donc on va peut-être prendre ces 2 dernières questions et après, je laisserai la parole à Johan puis à Marie Pelletier pour conclure. Donc, première des 2 dernières questions, comment ne pas être arrogant face à un complotiste dans le déni d'une réalité? Exemple, la balance avantage-risque de la vaccination. Oui, alors ça, effectivement, c'est une grande question. Ou bien ceux qui disent qu'on a la puce 5G ou je ne sais pas quoi en même temps que la vaccination. Enfin, là, je prends les cas les plus caricaturaux. Mais c'est effectivement quand on est face à un discours qui effectivement fait fi de toute approche factuelle, mais notamment le discours anti-vaccin s'ancre beaucoup effectivement dans finalement un rejet d'une approche scientifique, hein, tout simplement. Je pense qu'effectivement, ne pas être arrogant, en tout cas, c'est important. Parce qu'encore une fois, la personne qui défend sa vision, ce qui compte pour elle, c'est sa vision, c'est sa croyance, en quelque sorte. Et lui apporter, seulement lui dire ce que tu dis est débile, tu n'y connais rien à la science, ou bien l'écraser de notre savoir, c'est totalement contre-productif et ça dépolitise aussi. En fait, la personne qui a un propos très fortement conspirationniste ou très fortement anti-vaccin, etc., ce qui est en jeu pour elle, ce n'est pas vraiment ce qui est vrai ou ce qui est faux, contrairement justement à ce qu'on a tendance à penser. C'est plutôt sa croyance que, par exemple, derrière le vaccin, en fait, on nous manipule ou on nous veut du mal, etc. etc. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit essayer de ramener la discussion. Sur, en fait, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Qu'est-ce qui te met en colère? En fait, c'est peut-être pas très sexy ce que je dis, hein, parce que c'est pas très à la mode, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de fact-checking, etc. Moi, je pense que le fact-checking, souvent, ne sert à rien et écraser l'autre de son savoir ne sert pas à grand-chose. Ça peut être utile, hein, de donner des balises factuelles, bien évidemment. Mais je pense que ce qui est encore plus utile, c'est de ramener la discussion à un niveau plus fondamental. Souvent, quand j'ai des personnes, souvent à mes conférences, j'ai des personnes conspirationnistes qui viennent pour me hurler dessus. Et quand elles s'énervent beaucoup, j'ai remarqué qu'une des seules manières de recréer justement du dialogue finalement, c'est de les interroger sur leurs émotions en fait. Donc, c'est-à-dire de ne pas me laisser entraîner dans le registre de l'argument et essayer de l'écraser de mes compétences. Je dis, mais en fait, d'où vient votre colère? Pourquoi vous n'y croyez plus? Pourquoi vous pensez que c'est tellement important? Et là, en tout cas, quand la personne est de bonne foi, bon, il y a les personnes de mauvaise foi où ça ne sert à rien. Mais quand la personne est de bonne foi, il y a moyen de recréer un lien et un dialogue. Ça ne veut pas dire pour ça la convaincre. Mais je pense que c'est vraiment important de ramener un niveau plus fondamental. Alors, merci. Donc, entre-temps, on a eu d'autres questions. Donc, on verra après la réponse à la première, à la dernière question, si on peut en prendre encore 2 autres. Mais déjà, la menace antidémocratique ne vient-elle pas aussi de l'adhésion sans esprit critique des décrets et lois? Alors, c'est bien de terminer par cette question parce que c'est une question importante, la question de l'esprit critique.
Parce que la plupart des conspirationnistes, notamment, disent faire montre d'un grand esprit critique. Disent, mais moi, en fait, je me renseigne, je suis critique, je ne veux pas gober ce qu'on me dit, etc. Bon, surtout cette espèce de logique, à moi, on ne la fait pas. Alors qu'en fait, pour moi, l'enjeu, c'est de réapprendre l'esprit critique. Je suis personnellement historienne de formation, donc j'essaye de transmettre ça notamment à mes étudiants. Qu'est-ce que c'est vraiment avoir l'esprit critique? Qu'est-ce que c'est s'interroger sur une information? Est-ce que c'est chercher tout ce qui corrobore ce que je pense déjà? Non, ça c'est l'inverse de l'esprit critique. Par contre, si c'est vraiment bien m'interroger sur, par exemple, la source d'une information, sur qui dit ça, pourquoi il dit ça, etc., ça c'est du vrai esprit critique. Mais donc, moi, j'ai envie de dire que l'esprit critique, il est plus important que jamais, mais le vrai esprit critique, pas la posture. Vraiment, l'esprit critique, peut-être au sens un petit peu cartésien du terme, hein, j'ai envie de dire, ou en tout cas historiographique, pour reprendre la méthode des historiens, c'est vraiment s'interroger de manière un peu méthodique sur les sources et aussi s'interroger sur comment on se positionne par rapport à ça. Parce que vous voyez, il y a toujours les deux aspects, le rapport aux faits et comment je me positionne par rapport à ces faits. Donc, oui, évidemment qu'abdiquer de son esprit critique, c'est une grande menace antidémocratique. Et malheureusement, je pense que souvent, c'est ce que font les conspirationnistes. Ils pensent être très critiques, mais la plupart du temps, ils se font manipuler parce qu'en fait, vous savez, je vous donne un tout petit exemple, c'est par exemple le 11 septembre 2001. Les théories du complot sur le 11 septembre 2001, les théoriciens du complot disent qu'ils ont énormément d'esprit critique et que justement, ils s'interrogent sur des images et qu'ils ne croient pas ce qu'on nous dit, etc. Comme ça, ils vérifient. Mais en fait, ils ne vérifient rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils traquent dans les images du 11 septembre 2001 tous les indices, les potentiels indices, que en fait, c'est une manipulation, que en fait, c'est un complot de la CIA, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas un esprit critique. C'est un esprit critique qui est dévoyé. Et donc, je pense qu'en fait, c'est le vrai esprit critique qu'on doit réapprendre et que celui-là est effectivement tout à fait essentiel en démocratie. Merci. Alors, bon, il est 7h15. Il y avait deux autres questions qui étaient intéressantes, mais c'est vrai, il va falloir qu'on clôture. Donc, je vais redonner la parole à Johan pour la clôture. Oui, alors déjà, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Je voulais juste rapidement et puis laisser le mot de la fin pour Marie. Dire que ce qui nous a semblé essentiel, nous, en tant qu'association, dont l'objet est de diffuser la culture non violente, c'est vraiment cette idée de partir de ce constat de la société fracturée, pour nous, était central parce qu'on, comme l'a dit Marie, elle a expliqué, on le ressent aussi bien même dans l'intime désormais. Et donc, il y a vraiment cette question très forte, à la fois effectivement de savoir où l'on va, de comment on réfléchit sur certains sujets, comment on réfléchit collectivement aussi, on parlait d'intelligence collective aussi, et de savoir comment on arrive en tout cas à retisser des choses, parce qu'effectivement, on est dans une ère qui est quand même très particulière, où le numérique a pris une place assez incroyable. Alors, le confinement, évidemment, est passé par là aussi. Où du coup on voit aussi beaucoup maintenant un petit peu une forme de réalité un peu déformée, et le prisme de la réalité sous cet angle-là, aussi sous l'angle, on parlait aussi tout à l'heure des chaînes d'infos en continu, donc moi je méfie, sans en parler, sans aller dans une quelconque rhétorique complotiste pour le coup, mais je m'en méfie beaucoup. Donc voilà, je pense que l'idée, c'est quand même d'avancer ensemble dans une vision commune. Et moi, il y a une notion que j'ai entendue et qui me semble essentielle. Alors évidemment, on aurait pu développer dans plein de directions différentes. Moi, je pourrais franchement en parler pendant 10 heures. Moi, ce sujet-là, je le trouve passionnant. En tout cas, cette idée de reconstruire quelque chose et de le faire collectivement. Et moi, ce qui me paraît surtout, en tout cas, ce qui me paraît très important dans ce que j'ai entendu, c'est la notion aussi d'éducation populaire et de refaire des choses ensemble, localement, de manière très forte, et d'avoir une volonté qui aille dans ce sens-là pour juste apprendre à se parler, réapprendre à se parler, à s'écouter, à vivre ensemble et peut-être sortir un petit peu de certains schémas dans lesquels on est entré. Puis voilà, puis je vais laisser le mot de la fin à Marie en la remerciant encore une fois au nom de Non-Violence 21 et de toutes les organisations membres de Non-Violence 21. On va également préparer la revue ANV va également préparer un numéro sur le sujet dans les prochains mois. Ravi d'avoir pu
bénéficier de cette intervention ce soir et merci encore pour votre présence. Merci à vous. J'espère, j'essaye toujours de donner justement quelques balises pour reprendre le terme. Effectivement, c'est des sujets sur lesquels on peut parler très longtemps parce qu'en fait, c'est ça qui est passionnant à la fois dans notre époque, hein, c'est qu'on est dans une époque de crise politique très profonde, de crise de sens très profonde. Et finalement, le conspirationnisme, c'est un symptôme de cette crise. Et donc, forcément, parler de conspirationnisme, c'est parler en fait de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup de problématiques qui vont ensemble. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien essayer de donner quelques repères, comme on disait tout à l'heure, pour essayer de s'y retrouver là-dedans, sans avoir l'ambition, évidemment, de vous donner la carte magique qui va vous faire tout comprendre. Mais en tout cas, moi, je vous encourage d'abord à lire sur ces questions, pas seulement sur mon travail, hein, de manière générale, et aussi comme je disais tout à l'heure, à ne pas avoir peur d'essayer autour de nous. Ah oui, le meilleur livre à lire. Oui. J'ai envie de dire les deux, mais non. Je dis toujours aux gens, en tout cas, de commencer par l'ère du complotisme, qui est mon premier livre, parce que celui-là, il pose vraiment les bases. L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée, mais ça, vous pouvez facilement trouver les références. J'ai par ailleurs un site internet pour ceux que ça intéresse avec des références, voilà. Mais je suis pas là pour faire ma promo, mais c'est vrai qu'en tout cas, je pense que l'enjeu de se former, comme je disais tout à l'heure, de remettre du long cours, de la perspective, ça a aidé énormément. Parce que justement, quand on est tout le temps juste dans la réaction sur l'actualité, comme on l'est trop souvent, on perd la possibilité de voir les choses avec un peu plus de hauteur et donc aussi avec un peu plus d'apaisement. Et je pense qu'on en a besoin. D'accord. Merci à vous, en tout cas. Oui, mais j'espère que mon livre est très facile à lire. J'ai effectivement écrit mes livres pour les rendre vraiment accessibles au plus grand nombre. Je vois les commentaires parce que c'est quelque chose qui me tient fort à cœur de vulgariser le propos, qu'il ne soit pas seulement accessible à quelques érudits, mais au plus grand nombre. Et Obsession est très bien aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Il est temps maintenant de clôturer cet échange. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.